Ce jeudi, Emmanuel Macron est en Algérie et pour 3 jours de visite officielle. Entretien avec son homologue Abdelmadjid Tebboune, visite de la grande mosquée d'Alger, étape à Oran. Ce déplacement vise avant tout à consolider des liens qui se sont tendus ces derniers mois, il faut bien le préciser. La France, en perte de vitesse sur le continent, cherche-t-elle le soutien de l'Algérie pour se repositionner? En tout cas, on s'interroge. Le dossier malien va-t-il échapper aussi aux discussions entre Macron et Tebboune? C'est une autre question. C'est à vous de nous le dire. Les questions internationales telles que la crise ukrainienne seront certainement de la partie. Mais quel discours peut tenir Emmanuel Macron à son homologue sur ce point? On en parle dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette autre édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média. Eh bien, nombre d'entre vous nous suivent sur les satellites Eutelsat et Amos. D'autres sont sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Pendant ce temps, il y en a sur Facebook, YouTube et d'autres ont même téléchargé l'application Foyo. Et tout cela nous honore. Merci pour tout cela. Nous parlons aujourd'hui d'Emmanuel Macron, encore une fois en Afrique et cette fois-ci en Algérie. On s'interroge sur les enjeux de cette visite en mettant une petite brèche vers le côté malien, puisque vous le savez, l'Algérie et le Mali sont frontaliers. Eh bien, est-ce que la question malienne va échapper aux discussions entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron? C'est autant de questions que nous nous posons et pour y répondre, Jonathan Batengene, notre consultant permanent, est avec nous sur le plateau. Bonsoir Joe. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à notre éminent copanéliste, bonsoir à tous les techniciens qui travaillent pour que vous ayez une qualité impeccable d'image et de retransmission audio. Bonsoir à toute la direction générale, aux autorités de l'État du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Nous tenons à témoigner notre solidarité à l'égard de Madame Buchéri Ballet, qui est actuellement dans les geôles du régime sanguinaire de M. Ouattara. Cette dame est une combattante pour la liberté. Elle est diabolisée aujourd'hui par des médias mensonges en Côte d'Ivoire. On entend toutes sortes de sons de cloche négatifs la concernant. Il s'agit d'une campagne de diabolisation. Nous sommes solidaires de cette dame qui a posé un acte patriotique, un acte simplement citoyen. Elle s'est déplacée, elle est allée, et c'est ça le crime qu'on lui reproche, elle est allée au Mali pour rencontrer les Ivoiriens, entre autres. Elle a rencontré les 49 soldats. En tout cas, les 49 mercenaires qui sont inculpés là-bas. Nous sommes très solidaires d'elle et je rappelle qu'une émission lui a été dédiée hier sur les antennes de Foyo Média. On y reviendra dans les prochaines éditions. Compte tenu du temps, on va y aller très rapidement avec vous. Abdoul Dam, bonsoir très cher Abdoul. Je vous sens un tout petit peu fatigué, mais pourtant vous êtes là. Merci de nous honorer de votre présence. Bien sûr, merci mon cher et estimé frère Bachi. C'est avec un plaisir ô combien multiple de me trouver une fois de plus sur un plateau aussi important que celui de Forum Média. C'est également un plaisir renouvelé de partager un plateau aussi grand avec mon estimé frère et ami Batengene. Et aussi un bonsoir chaleureux à toute la galaxie des téléspectateurs et des téléinternautes qui nous regardent et qui nous suivent de partout dans le monde, sans toutefois oublier le top management de Forum Média qui, bien entendu, se bat autant que faire se peut, afin que Forum Média se positionne dans la sphère des grands médias du monde entier. Également, sans oublier nos valeureux techniciens qui, en réalité, se battent autant que faire se peut afin que nous soyons davantage audibles, mais aussi visible. Sur ce, très bonne émission à tous. Allez, merci en tout cas, bonne émission à nous tous et bonne émission surtout à celui qui est de l'autre côté du miroir. Il s'agit de Gamal Abina qui est avec nous, journaliste internationaliste. Gamal, bien le bonsoir, merci de prendre quelques minutes avec nous dans le cadre de cette émission. Nous parlons de l'Algérie et donc votre pays, l'Algérie qui accueille depuis quelques heures, je crois bien, Emmanuel Macron. Je crois qu'il est déjà arrivé, sauf si nous sommes mal renseignés. De toutes les façons, notre question, on y va de plein
pied. Quel regard vous portez sur la visite de Macron en Algérie dans un contexte, il faut bien le rappeler, de relations tendues entre Alger et Paris? Bonsoir, Jeanne, merci pour l'invitation. Je ne pourrais pas rester bien longtemps malheureusement, mais bon, parce que je suis à l'extérieur, vous l'avez bien vu. Oui. Donc très rapidement, pour répondre à votre question, oui, Macron est arrivé avec une délégation d'affaires et de politique pour différentes questions qu'il va évoquer évidemment, puisque la France est en plate de vitesse en Afrique. Il y va en Algérie pour des raisons d'abord économiques, on l'a bien compris. La question du pétrole et du gaz n'est pas du tout absente de ce voyage, ça va de soi. Ensuite, il va surtout parce que il a besoin de parler des questions sécuritaires, avec la sécurité dans le Sahel, la sécurité en Afrique du Nord, les questions qui fâchent comme le Sahara occidental vont être certainement évoquées de façon très ténue, et puis la question mémorielle. Donc tous ces éléments-là constituent pour Macron autant de défis que de difficultés à surmonter vis-à-vis de l'État algérien, parce qu'évidemment, Tebboune le considère comme étant un interlocuteur crédible et sérieux, mais il n'en demeure pas moins que ça reste difficile, la relation est tendue entre les deux pays, il y a eu plusieurs couacs durant le premier quinquennat de Macron, et donc aujourd'hui, quand il va là-bas, il s'y rend dans des conditions un peu compliquées. On prend la question par exemple d'Aïn Corsia, qui a été le rabbin qui devait être pressenti pour le voyage, qui à la dernière minute, pour des raisons de Covid, a considéré qu'il ne pouvait plus y aller, soi-disant pour les questions sanitaires. Bon, je pense que c'est extrêmement douteux comme réponse, mais en réalité, c'est parce qu'il y a eu une levée bouclier compte tenu de la position de cet homme par rapport à la question israélienne, et c'est la raison pour laquelle il a dû annuler son voyage. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, oui, Macron est en Algérie parce qu'évidemment, la France apporte 8% de ses besoins de gaz d'Algérie. Oui. Mais pas seulement. La France stocke du gaz dans des proportions importantes et a besoin de réexporter de l'énergie dans le reste de l'Europe. L'énergie est produite par le nucléaire pour l'essentiel, 77%, mais elle est aussi produite par un petit peu d'énergie renouvelable, mais beaucoup de gaz et de pétrole. Très bien. Très peu de charbon. Donc tout ça, ça fait que Macron est coincé et a besoin d'un partenaire fiable comme les Algériens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est présent en Algérie. Mais est-ce qu'il peut décomplexer les relations entre Alger et Paris comme il ambitionne faire? Alors, le président qui peut le faire, le seul président en mesure de le faire, c'est vrai que c'est difficile à entendre vu d'Afrique, parce qu'on voit Macron comme étant le produit de la France. Clairement, c'est une idée impérialiste de la France, parce qu'il cherche à défendre les intérêts français, on l'a bien compris. Oui. Mais Macron est le président le moins impérialiste de tous les présidents qui l'ont précédé. Chirac inclus, je le précise. Pourquoi? Parce que Macron est né après la guerre d'Algérie, est né après les colonisations, n'est pas un produit de ce qu'on va appeler les cercles populaires français. C'est un homme d'affaires, dans les banques, précisément. C'est un homme qui calcule. C'est un homme qui est capable de faire beaucoup de concessions dans le but d'obtenir des résultats de la part des pays vers lesquels il va. Ce n'est pas un raciste, c'est dur à entendre, c'est vrai, mais il ne faut pas perdre de vue. Macron, il a beaucoup de défauts, mais pas celui de racisme, c'est pas sa culture. Donc c'est quelqu'un qui va avec simplement des calculs économiques et politiques. Il est capable de faire des gestes forts, comme il a fait en Algérie, pas mal de gestes. Ça a commencé déjà avant son élection par la proclamation du crime contre l'humanité qui a été perpétré en Algérie. Puis par la suite, il a dénoncé différents crimes qui ont été faits par l'armée française, a dénoncé la barbarie coloniale, mais n'a pas fait le geste fort que les Algériens attendent, à savoir demander pardon officiellement au nom de l'État français. Faire comme ce qu'avait fait Chirac en 98 en reconnaissant la responsabilité de la France par rapport à Vichy. Macron n'a pas encore fait ça. Peut-être qu'il le fera à ce voyage-là parce qu'il a des besoins. Parce que Macron est demandeur aujourd'hui. C'est pas lui qui est en position de force, il est en position de faiblesse. Il a besoin de revoir sa stratégie avec le reste de l'Afrique, la question sécuritaire sur le Sahel, la question de l'alliance entre l'Algérie et la Russie qui est de plus en plus marquée et qui inquiète évidemment les sphères occidentales et particulièrement la France, puisque c'est elle qui est la plus en avant là-dedans. Donc Macron a besoin de gestes forts, a besoin de montrer à la fois que la France veut finir avec ce passé barbare colonial en condamnant ces crimes tout en ne se froissant pas avec la droite française qui est très forte aujourd'hui, l'extrême droite, et en même temps en arrivant avec des résultats, à savoir une augmentation des capacités d'importation de gaz algérien pour moins dépendre du gaz russe, c'est 17% des importations françaises. À savoir sécuriser l'approvisionnement en pétrole, évidemment, et garantir des marchés à l'export pour les Français et peut-être un partenariat stratégique entre la France et l'Algérie. Donc tous ces éléments-là, parce que l'Algérie reste le pays de l'Afrique du Nord, tous ces éléments-là conduisent Macron à faire des concessions sans doute lourdes, chargées de symboles. Il y va avec plusieurs ministres de l'Intérieur, de la Défense. Le ministre de l'Intérieur, évidemment, c'est Darmanin, qui est d'origine algérienne et dont on connaît les positions radicales. Il y va avec des hommes d'affaires, toute une pléiade d'hommes d'affaires. Il y va avec des intellectuels algériens pour montrer que la France a une diaspora algérienne très importante dans tous les domaines, que ce soit intellectuel, industriel, médiatique. Il y va avec Rachida, par exemple, Ralef Bencher. Bref, Macron, il va avec tout un tas de symboles et charge cette visite de symbole. Pourquoi? Parce que ça fait 60 ans que la guerre est terminée. Et depuis 60 ans, la France n'arrive pas à regarder l'Algérie dans les yeux parce qu'elle ne reconnaît pas ses crimes. Donc tout ça
je pense que l'homme Macron, l'homme politique Macron, qui veut laisser une trace dans l'histoire, c'est évident, c'est son deuxième mandat et ce sera le dernier, a besoin de régler la question mémorielle algérienne, il en parle tout le temps depuis le début d'ailleurs, pour pouvoir espérer faire en sorte que la France ait une profondeur stratégique en Afrique en termes économiques. Parce que Macron, il ne faut jamais perdre de vue, est un homme d'affaires, ce n'est pas un dogmatique. Il ne s'intéresse pas aux questions de fierté nationale, c'est pas son propos. Ce qui l'intéresse, c'est que l'économie française tourne bien et profite à la nation française par une puissance économique retrouvée. Très bien. Alors, avant-dernière question peut-être, vous l'avez d'ailleurs dit, la France, stratégiquement, en perte de vitesse sur le continent africain. Emmanuel Macron voyage avec quand même des ministères clés, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur. Alors, et on sait quand même que Moscou et Alger collaborent depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron voudrait convaincre Tebboune de l'aider à repositionner la France sur le continent africain? Alors, repositionner la France, oui, en termes d'influence. En termes d'influence, c'est montrer que la France n'est pas ce que les Africains voient d'elle, même si c'est vrai depuis 60 ans. Oui. Et surtout, il est inquiet parce qu'effectivement, les Algériens ont fait un geste de foi. Il est inquiet parce que les Algériens ont accepté pour la première fois depuis l'indépendance qu'une armée étrangère, donc l'armée russe, puisse faire des opérations militaires à la frontière marocaine. C'est dans la zone de Tindouf. Et donc ça l'inquiète, pourquoi? Parce qu'il se dit, les Russes s'installent durablement en RCA, on le sait, puisqu'ils ont sauvé la Centrafrique d'un massacre littéralement d'une guerre civile, s'installent au Mali et sont en train de faire le travail avec les Maliens, en collaboration avec les Maliens, je précise. C'est pas eux qui font le travail, c'est les Maliens. Et commence à avoir une influence considérable jusqu'au Cameroun d'ailleurs, jusqu'à chez vous, où Paul Biya vient de passer un contrat d'armement. Donc les Russes commencent à montrer qu'ils sont là parce que c'est pas les anciens coloniaux, parce qu'ils ont un rapport un peu plus équilibré en termes de relations économiques, et surtout parce que les Russes, qui le répètent tout le temps, dénoncent les crimes coloniaux de la France, jusqu'au dernier, la Libye en 2011, et ils considèrent, effectivement, Macron voit le risque arriver à ses portes, et se dit que s'il n'est pas capable de convaincre le poids lourd de l'Afrique, le grand pays d'Afrique, l'Algérie, le poids lourd économique, le poids lourd militaire, s'il ne convainc pas l'Algérie, eh bien, c'est fini pour l'ex-France-Afrique, c'est fini pour le rayonnement de la France en Afrique, c'est fini peut-être plus encore, pour un positionnement stratégique et sécuritaire, parce que, n'oublions jamais une chose, l'Algérie vient de signer un contrat mirifique avec le Nigeria pour un gazoduc qui va traverser tout le pays, le Niger et l'Algérie, pour alimenter l'Europe. Donc ça va être clairement 50% du gaz européen viendra d'Algérie, en passant par le gaz nigérian aussi. Et le Nigeria passe par quel pays? Il passe par le Niger. Et le Niger, c'est quoi? C'est l'énergie française. C'est Areva, c'est les centrales nucléaires, c'est l'uranium. Donc tout ça, ça inquiète pas. Il a besoin de sécuriser la frontière malienne, évidemment, par la présence algérienne, éventuellement et russe, parce qu'il accepte maintenant qu'il soit sur place. Il a besoin de sécuriser le Niger, il ne peut pas perdre Bazoum, parce qu'il a besoin de son approvisionnement. Et il veut convaincre les Algériens qu'il peut être l'homme de la situation, qui va apaiser la relation entre la France et l'Algérie et qui va garantir une sécurité en Afrique. Donc Macron se sent en perte de vitesse et a besoin de soutien algérien pour s'en sortir. Et pour cela, il sait que Tebboune lui est quand même assez favorable. En dépit des quelques sorties hasardeuses qu'il a eu récemment sur l'Algérie qui est inventée par la France, ou sur des bêtises comme ça, alors mémorielle, mais Tebboune ne lui en a pas voulu, il n'a pas tenu rigueur. Ils ont besoin, l'un a besoin de l'autre aujourd'hui, c'est bien la France qui a besoin de l'Algérie. Ça paraît étonnant, mais c'est comme ça. Et l'Algérie, qui a plusieurs partenaires, peut s'autoriser de moins être dépendant de l'ex-puissance coloniale, puisqu'elle travaille beaucoup avec la Chine pour les partenaires économiques. Elle travaille de plus en plus avec la Russie, on le voit avec sa présence militaire, et surtout montre qu'il y a un axe, un nouvel axe qui est en train de se constituer et qui devient de plus en plus solide, qui est Moscou, Alger, et évidemment Pékin. En un mot, Gamal, la question malienne, elle est inévitable dans ce genre de rencontre, compte tenu de la proximité quand même qu'il y a entre Alger et Bamako. Alors, ce qui se passe, c'est que les Algériens n'ont jamais donné de leçon de démocratie aux Maliens, et c'est très bien. On n'a pas donné de leçon à qui que ce soit. C'est très prétentieux, paternaliste et méprisant. Moi, je m'inscris en faux là-dedans. À partir du moment où vous êtes paternaliste vis-à-vis d'un peuple, c'est que vous le prenez pour un peuple arriéré ou de sous-hommes. Donc ça, c'est intolérable. Les Africains ne sont pas moins intelligents que les autres, ou moins s'en foutent. Donc, on voit très bien aujourd'hui que le monde change et que l'accès aux études permet d'avoir des hommes de qualité extraordinaire chez nous. Donc, quand les Algériens ne donnent pas de leçons de démocratie, c'est parce qu'ils n'en prennent pas eux-mêmes et qu'on n'a pas donné de leçons de bonne conduite dans les affaires du pays. Ce qui est important, c'est est-ce que les hommes qui sont au pouvoir protègent leur population et garantissent le bien-être économique. C'est ça qui est important. La démocratie, c'est une décoration qui vient après coup. D'abord, la sécurité économique. Et donc, c'est vrai que la liaison entre Bamako et Alger est très forte. D'abord, historiquement, parce que les Maliens ont soutenu la révolution algérienne. On n'oublie jamais ça. Les Algériens ont une mémoire très longue là-dessus aussi. Et surtout parce que la révolution, c'est bien une révolution dont il s'agit actuellement au Mali, est une révolution qui est guidée par des modèles révolutionnaires qu'on connaît, des révolutions de militaires souverainistes, pour garantir la sécurité du pays. Donc les Algériens savent très bien ce qu'il en est, ne donnent aucune leçon, considèrent que ceux qui sont aux commandes actuellement au Mali sont légitimes à l'être. Ils font semblant de demander démocratie, mais ils n'en pensent pas un mot, et considèrent que ces fameux accords de 2015, qui avaient été signés à l'époque sous l'ancien pouvoir, l'ancien régime algérien sous
sous influence française, sont caduques aujourd'hui. On est passé à autre chose. Et donc, c'est vrai que les Français veulent convaincre les Algériens d'influencer les Maliens parce qu'ils savent très bien que la liaison fraternelle entre les deux pays est indéfectible. Les gens veulent pour preuve, tout simplement, c'est que dès que les restrictions Covid ont été levées, la première frontière qui a été ouverte immédiatement, la première, c'est le Mali, avant la Tunisie. C'est vous dire un peu la force de la liaison entre le Mali et l'Algérie. Je pense que cette liaison ne sera jamais remise en cause, quel que soit le partenaire occidental. Les Algériens auront toujours à cœur de privilégier leurs partenaires frères africains. Merci infiniment Gamal Abina. Bonne suite de la journée. Je sais que vous avez encore beaucoup, mais alors beaucoup à faire du point de vue médiatique. Et on revient sur le plateau. Abdoul Dam, on a suivi Gamal Abina qui nous a d'ailleurs confirmé qu'effectivement Emmanuel Macron est déjà en Algérie. Il y est allé avec une forte délégation, dont des ministères clés quand même, comme le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Bien évidemment, on constate qu'il y a un renversement du rapport de force du point de vue de la géopolitique mondiale et même de la dimension symbolique même de la puissance. Puisqu'en réalité, ce qui nous était toujours servi par le passé, c'était toujours l'hyperpuissance française qui attendait toujours et convoquait à la limite les présidents français, des présidents africains de bien vouloir se rendre du côté de Paris. Mais aujourd'hui, on se rend véritablement compte que c'est plutôt le contraire qui se pose là. Et je crois que c'est véritablement... Cela nous réconforte dans l'idée selon laquelle, bien entendu, les choses sont en train de changer et que, en réalité, la France, au regard de ce qui se passe avec la crise russo-ukrainienne, et bien entendu, la place de la France qui, en réalité, devient problématique en Afrique en général, notamment l'Afrique subsaharienne en particulier, on se rend véritablement compte qu'en réalité, la France est en train de perdre du plume. Et par conséquent, il est important de constater que cette sortie, une fois de plus, de M. Macron du côté de l'Algérie, il faut quand même, c'est important de le souligner, que l'Algérie, du point de vue de l'Afrique du Nord, occupe une place de choix, du point de vue même de la reconfiguration, de la présence même de l'Afrique du Nord dans l'échiquier international. Vu sur ce prisme-là, il est important que la sortie de ou encore le voyage de M. Macron du côté de l'Algérie n'est pas un voyage hasardeux, c'est un voyage fort de symboles, mais qui en réalité est entaché de beaucoup d'enjeux énormes. L'enjeu forcément économique, qu'il faut pas quand même négliger, mais aussi l'enjeu sécuritaire. L'enjeu sécuritaire parce qu'en réalité, vous savez pertinemment que l'Algérie, avec la tension qui existe entre l'Algérie et le Maroc en ce qui concerne le Sahara occidental, ce sont des questions importantes que, en réalité, la sortie même, le voyage de la France au niveau de l'Algérie pourrait davantage crisper encore la relation entre la France et le Maroc. Donc, pour ma part, c'est un voyage chargé de beaucoup de symboles qui atteste véritablement qu'il y a un renversement du rapport de force. Aujourd'hui, c'est la France s'inscrit dans une posture demanderesse vis-à-vis de l'Afrique, ça nous mène à capitaliser. Or, au regard de ce qui se passe exactement et présentement, il y a de fortes chances que la France puisse encore récupérer ses points perdus, parce qu'en réalité, il est important de le dire, la France a beaucoup perdu, tant du point de vue de la coopération économique, la coopération militaire, il est important de le souligner que c'est un secret de polichinelle. La France a beaucoup perdu. Et je me dis, mais tiens, si la France est relevée à l'instant T, je me dis en réalité que c'est en retard. En retard, pourquoi? Parce que actuellement, l'Afrique est consciente du fait que pour pouvoir amorcer un pan de développement, il faudrait que l'on puisse être accompagné ou encore coopérer avec des puissances et des États qui sont conscients du fait qu'il faudrait que l'on puisse inscrire dans la dynamique de la coopération internationale, le principe du respect du partenaire, le respect de la solidarité et même la dimension de la complémentarité dans la coopération internationale. Je crois qu'en l'état, la Russie est le partenaire le plus fiable et la Russie et la Chine qui aujourd'hui présente une présomption d'honnêteté dans la scène internationale en termes de coopération avec l'Afrique. Avec quelques temps que l'Afrique est en train de coopérer avec la Russie et la Chine, on voit quand même un plus tant du point de vue sécuritaire que du point de vue économique. Donc pour ma part, la France, soit deux choses l'une, soit la France s'entête à s'inscrire purement dans cette posture paternaliste, dans cette posture de condescendance, ou encore la France, si elle veut véritablement avoir encore cette marque en ce qui concerne la géopolitique mondiale, elle a tendance, et il faudrait que la France puisse se raviser et qu'elle fasse profil bas, et se comporte comme un État sérieux qui doit respecter son partenaire. Très bien. Maintenant, la question pour sortir. Je vous en prie, allez-y. Pourquoi? Parce que le voyage de M. Macron en Algérie, il ne faut pas perdre de vue la question malienne. Oui. Vous êtes sans ignorer, lorsque le Mali était sur le feu de projecteur des sanctions de l'embargo, l'Algérie est l'un des rares pays
de l'Afrique maghrébienne qui a ouvert sa frontière et qui en réalité, l'Algérie coopérait véritablement sur tout le plan avec l'Algérie. Et vous savez, avec le Mali, vous savez, actuellement, le degré de coopération qui existe entre l'Algérie et la Russie, le degré de coopération qui existe entre le Mali et la Russie, et vous connaissez également le degré de coopération qui existe entre le Cameroun et l'Algérie qui vient de signer un accord militaire avec l'Algérie. Et vous êtes sans ignorer de cette coopération militaire ou encore de cette coopération très poussée entre le Cameroun et la Russie. Je me dis actuellement, la France se trouve dans un engrenage très difficile. Les étaux sont resserrés et la France n'a plus rien à dire car l'Algérie ne peut pas quand même laisser la Russie qui en réalité, du point de vue de la dimension symbolique que la Russie joue aujourd'hui sur l'échiquier international, l'Algérie gagnerait plus avec la Russie qu'avec la France. Et c'est Jonathan Batengene qui me le disait lors d'une de nos émissions, l'Algérie est, je crois, le premier partenaire militaire de la Russie sur le continent. Alors ça explique donc la présence d'Emmanuel Macron qui voudrait quand même grappiller, gagner quelques points sur le continent. Non, il y a un leitmotiv que nous utilisons ces derniers jours pour parler de cette visite du patron de l'Élysée. Ça nous vient d'une série états-unienne, Winter is Coming. L'hiver approche. L'hiver arrive. Alors, pourquoi l'hiver arrive? L'hiver augure... Je vous vois bien. L'hiver augure des moments très froids en Europe. Tout à fait, tout à fait. Ils se sont coupés du fait de leur naïveté politique, du gaz russe qui était précieux pour le chauffage des Européens. Ils ont pris des décisions suicidaires et aujourd'hui, ils sont au bord du gouffre. Il faut donc très vite trouver des solutions. Et ce n'est pas Emmanuel Macron qui, de manière indépendante, a déterminé son agenda. Il faut noter que au sein de la Commission de l'Union européenne, il y a eu une mesure après la discussion autour de les différents responsables, Borrell, l'autre Louis Michel et Madame von der Leyen et Monsieur Macron et tous les autres responsables. Il s'est dégagé un impératif. Il faut trouver les voies d'approvisionnement de l'Europe en énergie fossile, donc gaz et pétrole. Et du coup, l'Europe est en train de s'activer pour avoir des alternatives. Les Allemands, ayant constaté que c'était quelque chose d'un peu trop risqué, ils ont décidé de finalement revenir à l'approvisionnement au gaz russe. Parce qu'ils disent que ce serait un peu trop dangereux pour eux et puis leur industrie est en train de s'effondrer. L'Italie, l'Espagne a dit que vraiment ils ne sont pas dans le pacte de dureté contre la Russie. Donc l'Espagne abandonne. Il y a beaucoup de voix dissonantes aujourd'hui. La Hongrie a même dit qu'eux ils n'ont jamais donné d'armes à l'Ukraine. Donc eux ils ne voient pas pourquoi ils ne prendraient pas le gaz. Les Bulgares sont en train de voir autrement. Donc il y a une union autour de la question ukrainienne qui est en train de voler en éclats. Et la France, qui est parmi les jusqu'au-boutistes dans le bloc de l'OTAN, avec les États-Unis parce qu'elle est plus vassalisée que les autres. La France entend diversifier, donc rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement. Et donc le président français veut miser sur un élément parce que le gazoduc algérien est déjà construit et qui dessert l'Italie et auquel les Espagnols sont également connectés. Ils voudraient également que via le système italien, ils puissent avoir une quantité de gaz qui leur soit vendue par l'Algérie en augmentation de la production. Là, c'est autre chose, parce que pour un indicateur qui montre qu'effectivement, dans cette visite, on va beaucoup parler de gaz, c'est la présence du patron de Total. Le patron de Total est dans la délégation. On a également le ministre Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui est là dans la délégation, dont ils vont aborder ces questions-là. Il faudra davantage se prémunir des aléas, ou du moins du péril de l'hiver qui arrive. L'hiver sera très froid en Europe, on le dit. Les Britanniques déjà ont commencé à comprendre que ça risque d'être catastrophique dans leur cas. Les Français sont en train de chercher une alternative. Mais ce contexte, dans ce contexte, la France est obligée de plier les chines. C'est une France à genoux qui se déplace. Le premier signe, c'est quand j'entrais, j'ai fait une petite recherche. Le premier symbole
d'une France à genoux, c'est le président Emmanuel Macron, pour la première fois un président français le fait, qui s'incline devant le drapeau algérien. C'est un symbole lourd de signification. Au niveau international, il arrive très rarement qu'un président s'incline devant le drapeau d'un président d'un pays étranger. Mais là, Emmanuel Macron l'a fait. C'est déjà un signe que la France renonce à son orgueil. Donc c'est vrai que Gamal dira que non, Macron est plus économie, mais du point de vue international, il reste français. Politique, oui, les gestes ont leur signification. Donc la France a abandonné déjà sa posture de maîtresse ou bien de maître sur certains territoires. Deuxième élément, étrangement, M. Haïm Kouria a été détecté positif à la COVID-19. Bon, là, on ne peut pas remettre en question le test, mais c'était un élément qui faisait problème. Il s'agit du grand rabbin de France. Pourquoi ça ferait problème? Parce que le grand rabbin de France fait partie des gros soutiens d'Israël, et ces derniers temps, Israël s'est beaucoup illustré dans les violations des droits des Palestiniens, surtout dans la bande de Naplouse, où on observe ces derniers temps de grosses attaques de l'armée israélienne. Oui. D'ailleurs, c'est le moment de partager, d'adresser notre solidarité au peuple palestinien qui se trouve ainsi martyrisé par l'armée israélienne. Un autre, donc, avec le départ, le fait que ce dernier ne fait pas partie, on remarque aussi que Macron va utiliser, contrairement à ce qu'on a observé dans d'autres... bon, pas contrairement, c'est ce qu'on avait déjà observé avec ses précédentes visites dans les autres pays. Il utilise beaucoup les émissaires. Par exemple, là, il va utiliser Abdelaziz Kelef, qui est le conseiller économique de M. Tebboune, qui était déjà à Paris en préparation de cette réunion, avec lequel il a beaucoup échangé parce qu'il voudrait avoir des garanties que sa visite ne sera pas infructueuse. Certainement, il a tiré des leçons de son échec avec les visites précédentes sur les pays comme le Cameroun. Il y a également le fait qu'il est misé sur les conseillers. Mais là, on se dit, ça doit être la touche de Catherine Colonna. Il a beaucoup misé sur les conseillers de Jacques Chirac, les anciens de Jacques Chirac, sur la question algérienne. Donc, il est en train de rompre avec la méthode de Le Drian, qui était une méthode très arrogante. Et on se souvient qu'après sa visite de 2017, il y a eu plusieurs scandales qui ont dû beaucoup écorcher la relation France-Algérie. Donc, il est en train de changer même le type de relation qu'il voudrait avoir avec l'Algérie. Il est revenu sur les sentiers chiraciens, qui étaient des sentiers beaucoup plus respectueux que ceux de Sarkozy ou bien ceux de Hollande. Donc, il est revenu sur une ligne beaucoup plus soft, beaucoup plus apaisée. C'est la preuve que la France abandonne sa posture d'orgueil. La France renonce à sa posture de puissance. La France se considère maintenant comme un pays à part entière, un pays normal, un pays qui vient solliciter l'aide d'un autre pays. Nous avons préféré positionner cela au même titre que l'ironie qui a été portée au président sénégalais. On a dit qu'il allait commander le blé en Russie. Et bien, Macron, avec tous ces indicateurs, montre bien qu'il vient commander le gaz en Algérie. Donc, c'est une posture tout à fait différente. Une lecture qu'on peut bien comprendre, très cher Jonathan Batengene. Je rappelle, nos téléspectateurs peuvent nous appeler pour réagir. Je vois déjà en attente Delphin depuis Gitega. Je vois Abou d'Angleterre du côté du Standard. Est-ce qu'on peut aller prendre au moins ces deux premiers appelants avant de revenir vers Abdoul Dam? D'accord, Delphin, me dit-on, est prêt. Allô, bonsoir Delphin. Bonsoir mon très cher frère Bachir. Je salue les invités, notamment mon frère Abdoul Dam, que j'aime bien aussi, j'aime bien sa verve, et bien sûr notre frère Batengene. J'oublie pas les téléspectateurs et les téléspectatrices. Quant au sujet qui nous occupe ce soir, disons qu'il y a beaucoup de raisons, vraiment beaucoup de raisons qui font que le nain géopolitique ait pensé à se déplacer jusqu'à Alger, mais je vais seulement énumérer quelques-unes. D'emblée, je précise que c'est surtout la France qui a besoin de l'Algérie et non l'inverse. Là-dessus, il faut être clair et insister là-dessus.
ce n'est pas du tout l'Algérie qui a besoin de la France, c'est l'inverse. Il faut rappeler que d'abord, les ressortissants français d'ascendance algérienne tutoient à peu près le chiffre d'1 million. Donc ils ont un poids important au niveau des élections en France. Macron, personnellement, n'est pas concerné, il n'est plus du tout concerné, étant donné qu'il a commencé son second et dernier mandat. Mais vous savez tout ce qu'on dit, la continuité de l'État. À l'époque, on disait le roi est mort, vive le roi. Aujourd'hui, après la monarchie, c'est la même idée, mais c'est la formulation qui a changé. Donc Macron va en Algérie en pensant à ses successeurs. Donc il ne faudrait pas que les franco-algériens viennent gêner les élections à venir au niveau de la France, parce que ce serait un élément qui paralyserait une fois de plus la France et qui rendrait encore plus visible ce que je dis souvent au sujet de la France, le fait qu'elle est un nain géopolitique, même si beaucoup de Français le découvrent à peine aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est indéniablement la manière dont M. Macron s'est complètement ridiculisé, notamment dans votre pays, le Cameroun, et qu'il n'a rien obtenu à part se donner en spectacle. C'était plutôt bien de notre point de vue. Ça a confirmé nos analyses depuis une dizaine d'années, nos thématiques panafricaines. Donc, dans cet embroglio, Macron, une fois de plus, qui prend de plus en plus conscience du fait que c'est un nain géopolitique, eh bien, il essaye de se redonner une stature, essayer de sauver les meubles, parce qu'il voit très bien qu'à travers l'alliance malienne-algérienne, il n'a plus de poids dans la région. Il est de plus en plus marginalisé. Il est littéralement écrasé d'un côté entre la Russie, les États-Unis et la Chine, et de l'autre, les puissances africaines sous-régionales, notamment le Mali et l'Algérie. On peut ajouter aussi la Centrafrique, ou plutôt le Centrafrique, qui commence à s'émanciper de plus en plus, notamment à travers sa crypto-monnaie qui est le Sango. Eh bien, la France, elle est de plus en plus petite aux yeux des acteurs qui comptent dans le monde. Donc elle essaye, comme je l'ai dit, de sauver les meubles. Et enfin, le dernier élément qui n'est pas des moindres, il faut rappeler que notre pilier au nord de l'Afrique, qu'est l'Algérie, notamment à travers sa brillante armée, eh bien, c'est l'un de ces rares pays qui ne veulent pas s'inscrire dans ce concert plus ou moins international qui consiste à avoir tissé des liens diplomatiques avec l'État hébreu dit sioniste. Donc, à partir de là, Monsieur Macron, eh bien, il essaye de, j'allais dire, soigner ses rapports avec l'Algérie pour les raisons que j'ai évoquées en amont, sachant que l'Algérie, elle, de son côté, ne peut pas du tout se permettre de faire un pas vis-à-vis de l'État d'Israël, contrairement par exemple à un pays voisin que nous connaissons tous, paraît-il un royaume, je parle du Maroc, qui lui a complètement ouvert ses portes, non seulement à la Knesset mais aussi à Tsahal. Donc tout ça, ce sont les enjeux dans lesquels Macron, une fois de plus, essaye de se redonner une stature internationale, mais vraiment de façon pénible, parce que tout le monde voit de plus en plus, et les Français le voient. Je rappelle que d'ici une semaine à peu près, les vacances se terminent en France, et donc les crises économiques et sociales vont repartir d'emblée. Ce sera les gilets jaunes, non pas x2, mais x5, voire x10. Donc Macron essaye de prévenir tout cela. Il a très bien compris que son second et dernier mandat va surtout ressembler à ce qu'étaient les secondes, les troisièmes et les quatrièmes républiques de France. C'était tellement ingouvernable qu'il a fallu qu'un monsieur qu'on appelait le connétable de France, qui est monsieur Charles de Gaulle, vienne reprenne les choses en main. Donc il ne faudra pas s'étonner, il y aura des soubresauts là aussi à l'avenir et nous serons encore là pour réactualiser en fonction des nouvelles, des avancées qui vont se faire à ce moment-là. Donc je m'arrête ici. For You Media, une fois de plus, allons de l'avant. Merci très cher Delphin depuis Gitega au Burundi. Et un peu long, mais bon, Delphin disait des choses très intéressantes. Restons au téléphone, c'est Jean Sarponou, il nous appelle des États-Unis d'Amérique. Bonsoir Jean. Bonsoir Bachir. Bonsoir. Bonsoir vos invités, Gamal, Jonathan et puis l'autre ami qui est avec toi sur le plateau. Bonsoir à vous tous, bonsoir aux techniciens.
Bachir, oui, et vous voyez, nous cherchons trop loin. Et la France n'est pas un pays simple. C'est un pays qui, tout ce qu'il fait est basé sur la spiritualité. Les noms qu'elle donne à ces groupes qui sont, à ces chiens qui sont en Afrique, tout ce que, voilà, le déplacement de Macron, vous voyez déjà ce que Jonathan a dit, que, oui, que la France est dans un poursuite maintenant, elle comprend qu'elle va laisser le goût. Mais frère, et l'autre aussi, l'autre en a dit que oui, bon, maintenant on peut, la France pense que bon, on peut coopérer bien, on peut faire cela. Mais frère, le voleur qui t'a volé et qui vient te dire qu'on va faire l'amitié, est-ce qu'il a restitué ce qu'il t'a volé avant que tu ne lui fasses confiance? Qui s'est converti? Qui ne peut plus voler? Mais c'est une erreur grave que vous faites dans vos analyses. Ça, c'est humain. Quel est le problème? La France est sous le feu. Et elle doit brûler. Elle doit payer. La France, la politique française, depuis la jeunesse, est méchante. Elle a trop fait de dégâts. Elle a trop brûlé. Elle a brûlé l'humanité. L'humanité qui est l'Afrique, la politique française a brûlé cela. A humilié. Nous a torturés. Aujourd'hui, elle est en agonie. Je vous dis, elle est blessée. Un serpent qui est blessé, méfiez-vous de vos analyses humaines, que vous croire que oui, fait ceci, cela, la France. Mes frères, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe derrière le rideau. Et tout ce que Macron fait, c'est pour amadouer toujours. Parce qu'il sait déjà qu'il ne démissionne pas vite. Lucifer ne démissionne pas vite. Parce qu'elle pensait qu'elle est toujours intelligente. Elle peut roubler. Et c'est ce qu'elle fait depuis longtemps. Roubler dans la farine les Africains. Vous faites de fausses promesses. On n'a pas, comme le dit Barakani souvent, c'est une vérité et c'est très spirituel. On ne peut plus coopérer avec la France. Mettez dans nos cerveaux que la France ne peut plus être un coopérant d'un pays africain. Un point trait. Quel que soit vos développements littéraires que vous allez faire, nous, en science, on est direct. Quand tu trouves la formule, il n'y a pas de changement. C'est ça, et ça donne la réponse. La France est sortie. Elle doit réparer. Elle doit restituer l'or. Tout ce qu'elle a volé. Seulement qu'elle ne peut plus réveiller les morts africains. Ça, c'est vrai. Hein? Et ce que vous dites là, je vous en prie, restez très serein. Ne tombez plus dans les erreurs de nos aînés. Écartez la France de l'Afrique. Écartez la France de l'Afrique. Mettez ça. Nous allons enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants. La France est l'ennemi du développement de l'Afrique. Et elle restera toujours ennemi du développement de l'Afrique. Clovis, en 1498, quand il recevait le baptême de conversion, disait qu'il se convertit. On dit, baisse-toi pour adorer ce que tu brûlais et brûle ce que tu adorais. Il n'a jamais brûlé ce qu'il adorait. Il continue, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Que Dieu bénisse, nous sommes en guerre. Merci. Jean-Sac Pono, on reste au téléphone, c'est l'émission Les Téléspectateurs. Et bien sûr, Abou nous appelle d'Angleterre. Abou, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs. C'est Lamine d'abord. Oui. Allons-y Lamine. Bonsoir mon très cher frère Bachir Ladan. Je suis tellement content de te revoir ce soir. Le journaliste d'émérite de For You Media s'entend saluer avec beaucoup de déférence. Et je salue ton invité de marque, Jonathan Batenguene, de Brillanticisme, et tous les appelants, les techniciens et le PDG de For You Media que j'adore. Vous savez, en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, la France qui aujourd'hui en Algérie, elle va en Algérie pour un agenda bien clair, c'est celui du Mali. Parce que elle voudrait que l'Algérie puisse faire la médiation afin que le Mali puisse laisser tomber sa plainte, son dossier porté à l'ONU. Donc c'est passer par l'Algérie, essayer de reconnaître ses méfaits en Algérie, essayer d'amadouer les Algériens, essayer de vouloir dire aux Algériens que la France va, disons,
les dédommager pour le méfait qu'ils ont fait. Donc, essayer un peu par la séduction et s'entendre avec l'Algérie, qui a un bon thème avec le Mali, pour qu'il y ait une médiation, afin que le Mali puisse laisser tomber le dossier en béton qu'elle a sur la France. Vous comprenez? Donc, c'est une énième manigance de la France, hein, qui est une énième escroquerie que la France veut tenter, une énième pour duper encore une fois de plus les Africains. Mais ça ne peut pas marcher parce que la France se trompe de temps. En fait, la France est dépassée dans sa manière de voir et concevoir la vie et concevoir l'évolution de l'humanité. Donc, elle est restée dans le folklore, hein, elle est restée, elle qui dit que elle n'est pas responsable de ce que ses ancêtres ont fait, mais pourtant, quand on voit, elle est restée que sur ce que les ancêtres ont fait, c'est-à-dire les résultats que les ancêtres ont fait, c'est-à-dire la colonisation, la paupérisation, le viol, et tout comme on appelle ça même l'esclavage que ses ancêtres ont fait. C'est que sur ces bénéfices-là que la France vit, c'est-à-dire que les avantages de tout ce que les ancêtres ont fait là, que la France vit, elle n'a pas évolué dans ses rapports avec les autres peuples, dit que elle n'est pas restée dans le passé. Donc elle est restée dans le passé, elle est dépassée et elle est en train d'entamer sa chute libre vers le bas. Donc c'est la fin, hein, qui est annoncée là avec ce qui se passe au Mali. Donc le Mali a été choisi pour remettre les choses en place, pour remettre l'Afrique où elle n'aurait dû jamais quitter et pour que l'Afrique gagne sa souveraineté dont elle a besoin pour son développement. Je vous remercie, c'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Merci à vous, donc, cher Abou d'Angleterre. Je n'ai pas bien suivi. Est-ce Lamine Diop ou quelqu'un d'autre? Zerfel nous appelle d'Allemagne. Bonsoir, Zerfel. Ok, bonsoir Bachi, bonsoir Jonathan, bonsoir à vos invités. Ici, ils sont quelque part d'autres et je salue tous les techniciens. Moi, le voyage de ce monsieur, de ce petit bonhomme-là, c'est pas pour, comment dirais-je, amadouer, comment dirais-je, c'est pas pour qu'on laisse le dossier tomber, non. Parce que ce qu'il est parti, il fait tout simplement, c'est pour dire qu'il veut entourer, il veut étouffer le Mali. Parce que les Algériens, ils ont déjà dit qu'au début, ils ont interdit les Français de survoler les espaces. Donc aujourd'hui, ils cherchent, comment dire, des alliés pour attaquer le Mali de ce côté-là. Alors que le béton est déjà bétonné là-bas, il ne peut plus. C'est-à-dire que les Algériens ne peuvent pas tromper leurs frères aujourd'hui pour dire qu'ils vont céder les espaces là aux Français pour qu'ils puissent survoler comment dirais-je, le Mali. Non, 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 non. Je ne pense pas. Parce qu'il est parti se promener là-bas. Tout ce qu'il va faire là, pour le gaz, peut-être il est parti aussi pour le gaz. Il y a l'hiver qui arrive bientôt là. Donc peut-être il va négocier un peu de gaz pour que les Algériens lui donnent un peu de gaz. Peut-être ça aussi. Mais dire que, comment dirais-je, s'ils vont aller, l'Algérie va parler avec le Mali pour qu'il laisse le dossier. Non, ce dossier va pas. Non, parce qu'on peut reculer devant ces gens-là. Parce que le temps arrivait pour nous, pour dire merde à ces gens-là, pour nous code la paix. Parce que ce qu'ils sont en train de faire pendant des années, on nous a exploité. Mais ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, là, on va pas laisser ça pour dire qu'on va s'amuser dedans. Parce que ce que Mali est dedans, là, ils ne vont pas laisser ça. Parce que déjà que les Français, ils ont fait sortir les Français de leur pays, là. Ça, ils ne vont pas venir en arrière. Peut-être, on ne sait jamais dans la vie, on dit jamais, jamais, mais ce qui est là, l'Africain, il a déjà compris aujourd'hui, la jeunesse a déjà compris aujourd'hui, on va plus se faire baiser par ces gens, c'est sur le même du mot, ils vont plus se faire baiser par ces gars-là. Parce que Macron, il va tourner en rond. J'ai dit, les Français, c'est leur chose, comment dire, c'est leur mort qui est arrivée comme ça. Parce que bientôt, comme Poutine a dit là, dans 20 ans, ils vont venir en Afrique pour demander l'asile comme font
nos frères qui passent sous la mer, qui meurent beaucoup, qui sont en train de tuer dans les océans, là, ils vont venir faire les mêmes boulots en Afrique. Ça, c'est clair et net. Parce que déjà que le Mali a déjà commencé, leur or qu'ils exploitaient pour que la France soit 4e producteur de l'or, ça c'est déjà fermé. Le truc est déjà fermé. Ça c'est clair. Donc, ce qu'il est en train de tourner, c'est-à-dire que aujourd'hui, hier, vous avez parlé des choses, le Burkina et le Niger, qui veut que le Mali retourne dans leur truc du triangle là. Les Maliens ne vont plus retourner là-bas. Ça c'est clair. Tout simplement, s'ils veulent retourner là, ils n'ont qu'à dire aux Français les bases qui sont dans les deux pays là. Ils n'ont qu'à partir en France, comme ça, les autres là, le Mali va retourner pour qu'ils se mettent ensemble pour chasser les petits bandits que les Français ils ont placés dans ce désert. Sinon, ils ont toujours ces bases, le Burkina et chez le Mali, et j'ai dit, excuse-moi, le Niger, ils ont les bases, c'est pas la peine de négocier. Parce qu'il n'y a pas à faire de négocier là. C'est parce que c'est déjà clair. Le Mali a déjà bouclé le truc, c'est terminé. Nous attendons à ce que l'ONU donne la version, qui a raison, qui n'a pas raison, pourquoi la France a violé l'espace des choses du Mali. Ils vont nous expliquer. Nous, on attend. Ça sera clair et net. Ça est marrant. Macron, il va tourner en rond. Il ne va pas avoir l'espace de l'Algérie. Ça, c'est clair. Je m'arrête là. Merci, Bachir, de m'avoir laissé. Et puis, comment dirais-je, notre soeur qui est là-bas, je demande à tous les Ivoiriens de soutenir, de venir sur For You. Parce que For You, maintenant, parce qu'on a moins de temps pour appeler. Parce que si je compte le plus souvent, il y a 3-4 personnes qui appellent sur For You pour dire leurs opinions. Parce que le temps est tellement court que prolonger un peu le temps pour nous autres. Ne nous donne pas le temps des Européens. Parce que les Européens nous donnent le temps où tu peux parler en 2 minutes et puis on dit c'est fini là. Non. Nous, on veut parler longtemps. Merci. D'accord. Merci, très cher Zerfel. En tout cas, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, par exemple, on a laissé tout le monde parler. Je crois que notre cher Delphin était à 5 minutes, Abou à 4 minutes pratiquement. Et Lamine Diop, combien de minutes fera-t-il? En tout cas, allons au téléphone avec Lamine Diop. C'est votre émission, chers amis. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et des auditeurs de Fouille ainsi que votre régie technique. Bonsoir aussi à l'ensemble des panélistes, M. Batingen, M. Abina, M. Ndam. De très belles analyses ont été énumérées sur le plateau. Et ce que je vais dire là, en fait, ça va être dans le même sens. Donc, si vous me demandez mon avis à propos de ce voyage, je pense que Macron ne peut franchement pas en sortir quelque chose de concret. D'abord, il y a 2 domaines, je ne vais pas traiter les 2 parce que ce serait trop long, peut-être on y reviendra une autre fois. Il y a un, sur le plan diplomatique, qu'est-ce que ça peut apporter, ce voyage? Et 2, sur le plan géopolitique, qu'est-ce que ça peut apporter aussi? Ça n'a pas le même problème, d'ailleurs ça a été énuméré sur le plateau plus ou moins. Sur le premier point, il y a des objectifs. Le premier objectif, c'est évidemment formaliser les relations et les discussions entre Paris et Alger. Pour l'instant, les relations sont dans une position de spectateur concerné. Et comme vous savez, devant les métamorphoses algériennes sur plusieurs domaines, comme par exemple à propos du soutien technico-sécuritaire algérien auprès de Bamako, la France est la grande perdante discréditée. Elle garde le silence. C'est une attitude qui ne lui ressemble pas du tout, en Afrique surtout, mais qui est plutôt incommode dans sa politique néocolonialiste à propos des autres pays d'Afrique non francophone. Alors, l'intérêt de la France est qu'il y ait une démocratisation, une stabilisation des relations cordiales avec Alger, afin de pouvoir transformer une coopération en partenariat, par exemple, ou encore un ressenti en réconciliation. Pour cela, le meilleur service que puisse rendre la France à l'Algérie, c'est celui de la réserve et de la prudence. Moins la France singera dans les affaires algériennes, et mieux elle pensera séduire Alger pour une nouvelle relation diplomatique. Bon, la deuxième chose qui est plus compliquée, c'est de ramener l'Algérie de nouveau dans le camp occidental, pas comme un membre dominé, mais comme un allié stratégique de la même hauteur que la Turquie, par exemple. Or, il se trouve à propos des sanctions occidentales contre les hydrocarbures russes, il faut aider la grande économie européenne extrêmement dépendante de l'énergie bleue à trouver cette énergie à moindre coût chez la 7e exportatrice mondiale d'énergie bleue selon l'OPEP du gaz qui est l'Algérie. Donc il faut essayer de réintroduire
Alger est dans le jeu, mais malheureusement pour eux, c'est le contraire qui se dessine, car au-delà de ces liens géopolitiques forts avec Moscou, Alger se prépare aussi à intégrer le BRICS sous la houlette de la Russie et de la Chine. Donc il y a ça, c'est une perspective. La dernière des choses, c'est plutôt d'essayer du moins de revenir progressivement, et ça prendra plutôt des mois, voire des années, mais de revenir progressivement à une architecture de sécurité au niveau du Sahel face à la mort de Barkhane. Et pour le coup, il va essayer de convaincre Alger que cela pourrait impliquer sa responsabilité au niveau de sa frontière avec le Mali, probablement avec d'autres objectifs lui permettant certainement de pouvoir soumettre le Mali à travers. Mais selon moi, ce scénario est peu réaliste parce que selon la nouvelle sortie médiatique, à travers la nouvelle sortie médiatique de Croncron, lors du sommet de la plateforme de Crimée, Macron a appelé les pays occidentaux à ne pas faire preuve de faiblesse et aussi à refuser tout simplement quelconque concession mutuelle dans les relations avec la Russie. Écoutez, Bachir, durant tout au long du conflit ukrainien, Macron a cherché à jouer naïvement la technique du gentil flic et méchant flic avec Moscou face aux sanctions occidentales contre la Russie. Mais voyant que ça ne pouvait pas lui permettre de voir la Russie lâcher du lest dans ses soi-disant précarés en Afrique nord francophone, et de plus face au mépris affiché de Moscou à son égard, il a décidé de se jeter à l'eau, comme l'attestent ses propos tenus. Donc l'idée de réamorcer le processus de sécurisation du Sahel lancé depuis le Mali par le peuple malien et ses alliés stratégiques, en premier la Russie, en second l'Algérie, ça n'a aucune chance de se produire comme ça. Et en conséquence, sa visite à Alger n'aura aucun effet sur le soutien et la collaboration technico-sécuritaire entre Alger et Bamako. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout que ça aura un effet sur les collaborations entre Bamako et Alger. Et encore entre Alger et Moscou, voire des pays membres du BRICS. Je termine là-dessus. Merci. Belle fin d'émission. À bientôt. Ciao. Merci très cher Lamine Diop. Voilà qui nous ramène au niveau de nos invités. On a écouté nos téléspectateurs avec des analyses d'ailleurs très très poignantes, cher Abdoul Ndam. Et qu'on le veuille ou non, quand même, on pourrait ramener la visite d'Emmanuel Macron au-delà des aspects économiques, militaires. Il y a quand même la question stratégique avec la question malienne dont vous faisiez allusion tout à l'heure. On sait que l'Algérie a un poids considérable au niveau des relations avec le Mali, non pas pour dire quelle influence, non. Et d'ailleurs, Gamal a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'une relation paternaliste. Voilà. Et donc, le Mali ne peut ne pas être prononcé au cours de cette visite. Il faut quand même inscrire le dossier du Mali sur la perspective officieuse du dossier. D'accord. Parce qu'en réalité, ça peut ne pas être déclaré de manière ouverte. Mais il faut quand même inscrire aussi cette sortie de M. Macron en Algérie sur deux pans. Un pan officiel et un pan officieux. Oui. Et le dossier du Mali, bien entendu, sera davantage discuté dans une perspective davantage officieuse pour qu'en réalité décourager l'Algérie à ce que cette coopération avec le Mali puisse davantage être poussée. Oui. Mais au regard de la réalité de l'heure, et avec le réalisme qui est un élément indispensable de l'analyse de la géopolitique mondiale, c'est qu'en réalité, l'Algérie et le Mali ont un partenaire commun, qui n'est autre que la Russie. Oui. Et au regard de cette relation poussée, au regard du fruit que porte déjà la relation entre la Russie et avec l'Algérie et avec le Mali, je crois qu'il est important de souligner que l'arrivée de M. Macron sur le dossier malien sera un épiphénomène. Ils vont s'être discutés, mais cette discussion ne va pas porter des fruits pour la simple raison. Il ne faudrait pas une attitude qui va créer un sentiment de suspicion vis-à-vis des partenaires. Il ne faudrait pas qu'en réalité que l'arrivée de M. Macron en Algérie crée un sentiment de suspicion tant du côté de la Russie que du côté du Mali. Oui. On sait pertinemment la relation tendue et froide qui existe en l'État entre la France et Bamako. Vu dans cet angle-là, il est important de le souligner que inscrire le voyage de M. Macron, il faut quand même l'inscrire d'abord sous un prisme des usages diplomatiques. C'est important qu'un chef d'État puisse se déplacer dans un pays. Mais la question fondamentale, ce sont des retombées de ce voyage-là. C'est là où il faudrait qu'on puisse appesantir notre analyse. Quelles sont les potentielles retombées de cette sortie ou encore du voyage de M. Macron avec cette forte délégation? Et vous avez constaté quelque chose. Par le passé, la France avait du mal à faire cette sortie médiatique, à faire ce déplacement avec une forte délégation avec elle.
Vous voyez, l'arrivée de M. François Hollande au Cameroun, c'était pour quelques heures. Oui. Et la délégation n'est pas si forte que ça. Notamment, et vous constatez que l'arrivée de M. Macron au Cameroun était accompagnée avec une forte délégation. Tant sur le plan économique, sur le plan militaire et d'autres aspects. Mon frère Batengue l'a soulevé un aspect très fondamental qui est la question de gaz. Donc, revenir pour le cas du Mali, je crois qu'il est important de souligner, M. Bachir, quoi que l'on dise. Certes, il est indispensable et incontournable que la question du Mali sera autour de la table. Mais la question fondamentale, c'est de savoir est-ce que la France pourra influencer l'Algérie à décourager l'Algérie à coopérer davantage avec le Mali, puisque si l'Algérie décide de baisser en cran avec la coopération avec le Mali, c'est bien entendu avec la Russie. Oui. Donc, l'Algérie, de peur de perdre cette négociation déjà poussée, parce qu'en réalité, l'Algérie, dans cette idée, dans cette perspective d'inscrire, de retrouver l'équipe des BRICS, ce dossier est déjà très bien monté avec l'Argentine et bien d'autres pays qui sont en train de vouloir se battre pour intégrer le BRICS. Je crois que dans la dynamique de ce renversement du rapport de force sur la scène internationale, il serait judicieux pour l'Algérie de bien gérer cette visite avec M. Macron avec beaucoup de tact. Pourquoi? Parce que ça risquerait de créer un sentiment de suspicion. De peur que cela puisse créer un sentiment de suspicion, certes, ils vont débattre, mais il est important de le souligner que ce débat ne va pas porter de fruits. Ce débat ne va pas impacter quoi que ce soit en termes de coopération efficace qui se voie efficace avec le Mali et l'Algérie. Donc pour le cas du Mali, c'est indispensable. Le sujet sera abordé sur le plan officieux, mais l'important est de souligner qu'il n'y aura rien qui va sortir de là. Pourquoi? Parce que le réalisme voudrait que, je le dis et je le réitère, qu'il y a deux théories qui nous permettent de lire la relation sur la scène internationale. C'est le réalisme d'une part et le constructivisme d'autre part. Dans le réalisme, c'est que, avec qui aujourd'hui l'Afrique pourra s'émanciper? La réponse est claire. C'est avec la Russie et rien d'autre. Vu sur cet angle-là, l'Algérie a mieux à gagner avec la Russie qu'avec avec la France. De l'important pour le cas du Mali, que certes, ils vont débattre, mais ce débat va accoucher de la souris. Merci, très cher Abdoul Ndam. Jonathan Batengue. Avec vous, j'aborde quand même un autre pan peut-être de cette visite. Quel discours est-ce que Emmanuel Macron peut tenir vis-à-vis de son homologue en ce qui concerne la crise ukrainienne? On connaît déjà quelle est la position quand même d'Alger dans cette opération militaire spéciale russe en Ukraine. D'abord, il faut dire une chose, c'est que il ne peut pas tenir un discours assez arrogant. Il a déjà fait profil bas. Le fait d'avoir laissé le grand rabbin de France sous le prétexte d'une infection à la Covid-19, c'est un signe fort de s'incliner devant le drapeau algérien. C'est un deuxième signe fort. Donc il va faire profil bas. Ce n'est pas les bravades qu'on a observées à Yaoundé où il voulait mettre ses propos en avant. Il sera beaucoup moins arrogant à Alger. Il va davantage essayer de discuter avec les autorités algériennes pour voir si ces autorités peuvent revoir leur position avec le bloc de l'OTAN, sauf que c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez, Bachir, en même temps que Emmanuel Macron est en Algérie, la ministre Baerbock d'Allemagne, elle avec les Marocains, et elle réitère l'adhésion de l'Union européenne au plan sur le Sahara occidental, le plan des Nations Unies sur le Sahara occidental, d'autonomisation du Sahara occidental. Et vous savez que ce plan-là a été proposé par les Marocains. Donc, c'est un couteau dans le dos, ou bien c'est un coup en dessous de la ceinture, parce que Macron vient plaider pour le gaz, vient aborder des questions stratégiques, et pendant ce temps, son partenaire de l'Union européenne est avec le Maroc, qui est un pays qui entretient une relation inamicale avec l'Algérie, et renforce l'appui de l'Union européenne, dont Macron est actuellement le président en exercice, sur un dossier justement qui fait litige entre les deux. Oui. Vous voyez que lorsque vous reliez les deux, parce qu'aujourd'hui, aucun ne peut pas dire qu'il y a un sujet qui est séparé de l'autre. Comme aime le dire le professeur Mbelek, de manière quantique, tout est lié.
l'approche que l'Union européenne, que Mme Baerbock a du Sahara occidental, va influencer même les échanges entre Emmanuel Macron et le président Tebboune. Le président Tebboune va certainement observer quelle est la posture de M. Macron. Vous savez, ils ont fait à Alger un peu comme à Yaoundé. Hein. On a mis les drapeaux de la France dans toutes les rues d'Alger. Question de montrer qu'il y a de la convivialité, c'est des usages diplomatiques. On réserve à l'État hôte un certain honneur à la dimension de ce que l'État qui reçoit souhaite donner à la visite. Mais sur le plan des questions stratégiques comme celle de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, Macron sera beaucoup moins agressif. Il sera beaucoup moins agressif. Surtout qu'il sait que les Algériens sont le premier partenaire militaire de la Russie, que les Algériens ont des manœuvres conjointes avec les Russes, les Chinois et d'autres pays dans le nord de l'Algérie, à la frontière marocaine, et que ces manœuvres sont en réponse aux manœuvres qui ont eu lieu, les manœuvres de l'OTAN qui ont eu lieu en la Méditerranée avec les forces marocaines et les forces de l'OTAN. Donc, ces deux blocs, ces deux pays, c'est un pays qui est déjà très intégré dans un bloc qui se présente à lui. Donc Macron sera beaucoup plus réservé sur cette question, quoi qu'il va essayer de déballer un peu le blabla de l'Union européenne sur la question, parce que ça, c'est un narratif qu'ils tiennent partout. Ils croient que c'est un mantra, plus tu le répètes, plus il est fondé. Oui. Donc, c'est simplement une récitation, mais il sera beaucoup moins agressif. Le deuxième point, l'un des points qui sera aussi très abordé, vous avez raison de le poser avec Abdoundam, c'était la question du Mali. Oui. Sur le Mali, le président français, hier, dans une déclaration sur une des chaînes concurrentes, une chaîne française, il disait que le temps de l'abondance est révolu désormais. Il faudra s'apprêter, il préparait les consciences à ce qu'il y ait du manque. Que ce sera dur prochainement. Oui, les prochains mois, les prochaines années seront très difficiles. Pourquoi il le dit? Parce que justement, la France a été déclassée dans le Sahel. Et si on veut voir, ce sera un point important parce que, souvenez-vous, les accords d'Alger de 2015. Il y avait deux pays qui se portaient garant de la sécurité du Mali, c'était la France et l'Algérie. Deux pays. Et aujourd'hui, la France est en train d'être bottée en touche du fait d'un certain type d'action. Donc, le président Macron, par contre, là, voilà un dossier qu'il va discuter de manière sérieuse. C'est un dossier qui va certainement avoir une grosse place dans les échanges parce qu'il y avait l'accord d'Alger et la France va certainement insister sur le fait que l'Algérie aurait dû se contenter d'être un des garants du Mali au lieu que de soutenir la Russie qui aujourd'hui est venue prêter main forte au Mali. Sauf que c'est deux logiques différentes. On a une logique algérienne qui vise à accompagner le Mali vers son autonomisation. Et on a une logique française qui vise à caporaliser le Mali et à s'accaparer les richesses du Mali, à piller le Mali. Un élément que Macron a donné c'est un indicateur, il disait, même la question de l'eau n'est pas si évidente que ça. L'eau également sera rare. Or, nous savons que la plus grande réserve d'eau douce, c'est une rivière souterraine entre l'Algérie et le Mali. Et donc, cette question également sera une question stratégiquement abordée entre les deux partenaires. Parce que toute la délégation qui vient aura un rôle à jouer. Ils vont certainement tout faire pour que les investisseurs français puissent au moins savoir des parts d'exploitation de cette rivière d'eau douce. C'est des enjeux qui sont sous-jacents de cette visite. Et le président français, malheureusement, même s'il va aborder tous ces points, il est aujourd'hui dans une posture très délicate parce que la France a perdu toute son influence en Afrique. Cette France se retrouve aujourd'hui à genoux du fait de ses politiques tout à fait naïves du point de vue de sa confrontation avec la Russie. Et le fait que la France voit le péril qui est imminent fait que le président algérien a tout son aise, il pourra manœuvrer à sa guise et cette France certainement sera une nouvelle fois humiliée à Alger. D'ailleurs, nous verrons bien à la fin, ça a commencé avec les symboles, il s'incline devant le drapeau, il retient le grand rabbin. Vous verrez que ça ira de concession en concession vers une humiliation totale de la France. Et les Algériens, ça leur fera un peu de bien parce que
Ils se souviennent de 1962 et les accords d'Évian. Ils se souviennent des millions de personnes qu'ils ont perdues. Que cette visite coïncide d'ailleurs avec la célébration de ces accords d'Évian. Vous vous souvenez que l'historien attitré que Macron a adoubé, c'est un historien révisionniste, Benjamin Stora, qui raconte des balivernes concernant des contes vérités, on va dire comme ça pour ne pas être grossier. Il raconte des contes vérités concernant l'histoire de la résistance algérienne. Donc, avec tout ça, Emmanuel Macron, le président Tebboune, va s'employer à le broyer pas après pas, élément après élément, puis quand il rentrera dans l'avion, il sera vraiment essoré à la juste place que la France a aujourd'hui, c'est-à-dire une non-puissance, une puissance naine. Merci, très cher Batenguene. Alors, on a 3 minutes. Je donnerai pourquoi pas 2 minutes à notre cher invité du jour, notre cher Abdoul Dam. Abdoul, est-ce que vous pensez que à ce stade, Emmanuel Macron est l'homme qu'il faut pour décomplexer les relations avec l'Algérie? Je crois qu'on peut quand même accorder une présomption, de sincérité et d'honnêteté de chez M. Emmanuel Macron, contrairement à ses prédécesseurs. Mais ce qui est important de souligner que M. Macron à lui seul ne peut pas en réalité faire changer une histoire jonchée de beaucoup de crises, beaucoup de plaies. Il est important de souligner qu'en réalité, au cœur même de ces échanges, il faut quand même évoquer, il y a des questions principales, des questions accessoires. Parmi les questions principales, il y a la question du Mali, la question énergétique avec le gaz, la question économique avec la coopération avec la Chine qui est en premier plan, et bien entendu, la question en termes la dimension mémorielle avec l'Algérie. Donc, quoi que ça sera un point très important, mais je me dis... Sur ce point, Macron estime avoir fait quand même assez... Est-ce que cela réussirait quand même à convaincre le président Tebboune? Je tiens à vous rappeler que ce qui... En fait, au regard de ce que l'Algérie a eu à endurer, je ne crois pas que la réparation de ce préjudice va s'arrêter avec une simple déclaration qui en réalité ne se suit pas avec les faits. Les faits voudraient qu'en réalité, au-delà de la parole de M. Macron, qui en réalité, on reconnaît à sa part une présomption d'honnêteté, mais qu'en réalité, qu'on puisse constater des actes factuels qui attestent véritablement qu'en réalité, la France reconnaît ses torts. Ce n'est pas M. Macron, mais la France en réalité. Il faudrait qu'il parle au nom de la France. Ça veut dire quoi? Avec ce que le Mali est en train de demander un peu avec la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire, concernant les 49 soldats, que la Côte d'Ivoire tout simplement rédige une lettre officielle demandant pardon au gouvernement malien en disant qu'en réalité, ils ont commis une erreur. Pourquoi aujourd'hui la France ne peut pas prendre un acte factuel? Je vous rappelle que d'autres, pas je suis quand même juriste, mais il faudrait qu'en réalité un acte factuel qui atteste véritablement que la France est engagée dans un acte officiel reconnaissant qu'ils ont commis du tort en Algérie et prennent la responsabilité de façon officielle, de façon matérielle, enrichir un acte au nom de la France pour demander pardon. Ça sera un début très important. Pour sortir très rapidement, mon cher Babachi, il est important de souligner que la sortie de M. Macron en Algérie, il faut quand même dégager 3 enjeux très importants. L'enjeu énergétique, l'enjeu économique et la question du Mali. Je crois que ce sont de 3 points sensibles et les sujets qui font fâcher, c'est la question malienne qui va fâcher, la question du Sahara occidental qui va fâcher et la question du gaz avec cette poussée de coopération. En tout cas, le président Macron est très futé, très sage, et je crois qu'il y aura des sujets qu'il évitera au nom des retombées économiques dont il a le plus besoin en ce moment. En 30 secondes, Jonathan, et on ressort. Non, il n'aura pas. D'abord, il est pris dans un piège. Parce que le grand problème, le contentieux historique entre l'Algérie et la France, c'est la question mémorielle. Et le président français a déjà commis beaucoup de gaffes dans la relation avec l'Algérie. Il a reconnu, il a pris une bande de harkis qu'il a désormais constitué comme le comité scientifique qui va travailler sur la mémoire entre l'Algérie et la France. C'est une entorse à la relation, c'est une injure à tous ces combattants qui se sont battus pour la libération de l'Algérie. En le faisant, il a créé au niveau de l'Algérie un sentiment qu'il ne veut pas véritablement coopérer avec les Algériens. Il a braqué le peuple algérien. Vous savez que jusqu'en 2021, c'était la bagarre diplomatique entre les deux pays à cause de cette question de la mémoire. Et lorsqu'il arrive donc, parce que lui, il semble avoir oublié, mais l'Algérien n'a pas oublié parce qu'il y a un élément. L'Algérien a son tempérament. Et les Algériens n'ont pas oublié cela.
Donc, lui qui vient là-bas, il se dit qu'il s'en va pour discuter économie. Or, les Algériens, ils ont encore bien en tête la question mémorielle. Et ils ont envie de faire la peau à la France pour que la France elle-même comprenne à quel point ils ont eu mal. Donc, le président Tebboune va beaucoup manœuvrer, il va être très diplomate, il va laisser qu'on aborde toutes ces questions, mais vous verrez bien, c'est effectivement une situation qui ne va pas donner de grands résultats. La France va être humiliée littéralement en Algérie. Merci très cher. Malheureusement, je dois rendre l'antenne très cher, Abdoul. Souffrons de leur rendre l'antenne. J'ai déjà pris pour mauvaise habitude d'empiéter au temps du journal. Merci en tout cas. Juste un mot. Il faut le communiqué du PPACI signé donc d'Amana Adia Pikas, secrétaire général du parti, qui se résume en ceci. Laurent Gbagbo, le président, par la voix donc du son SG, exige la libération sans condition de Pulchéri Ballet. C'est un communiqué officiel qui vous sera diffusé bien prochainement. Bonne suite des programmes sur les antennes de Foyer Média.